la poursuite de ce que vient de dire Bernard, on fait le constat aussi que Bordeaux est une ville qui est sur le plan de l'habitat et du logement relativement dérégulée, avec d'abord une absence de politique foncière structurée et volontariste. À titre d'exemple, entre 2013 et 2018, on a une augmentation du prix du foncier à hauteur de près de 50%. On a une forte baisse des stocks de réserves foncières de long terme, et ce qui implique derrière une perte de pouvoir d'agir forcément pour la collectivité et les bailleurs. Et cette baisse de pouvoir d'agir, elle est notamment due au fait que depuis une quinzaine d'années, il n'y a eu quasiment aucune acquisition foncière de la part de la ville, et donc plus de stocks et plus de réserves foncières. À noter tout de même une régulation qui a été mise en place à Bordeaux face à l'augmentation massive du nombre de meublés, locations meublées saisonniers. C'est le principe du règlement de changement d'usage lorsqu'on veut mettre sur le marché un logement en location meublée saisonnière, mais on reviendra dessus par la suite. Et puis, on note une préoccupation que nous on a et qui manifestement était peu présente ces dernières années, mais c'est un phénomène qui se développe de plus en plus, c'est le co-living, pour lequel on a des interrogations, des doutes et des points de vigilance sur son développement, parce qu'on estime à plus de 300 aujourd'hui les hébergements en co-living. Ce n'est pas du tout régulier, etc., mais on en redira un mot aussi tout à l'heure dans les pistes. On remarque aussi une grande liberté accordée aux bailleurs privés sur la ville. À titre d'exemple, en 2020, et les années qui ont précédé, il n'y a eu qu'un arrêté pour insalubrité sur la ville de Bordeaux. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de logement insalubre à Bordeaux? La réponse est bien évidemment non. On le sait tous ici. Donc là, il y a un vrai sujet d'intervention, parce qu'à titre d'exemple, des villes comme Nantes ou Lille, on est à plusieurs dizaines d'arrêtés d'insalubrité tous les ans. Donc on sait qu'on a des marges de manœuvre, mais c'est un point aussi sur lequel on s'attardera tout à l'heure. Sur le parc privé, on constate une augmentation forte des prix de vente, avec, comme on peut le voir, une hausse des prix sur 2020 et les années précédentes. On a fait un petit calcul, on a remarqué que pour un couple de jeunes actifs, sans apport, avec 3 500 € de revenus, ce qui fait 2,8 SMIC, leur capacité d'achat est de 260 à 280 000 €, ce qui ferait qu'ils ne pourraient... et donc leurs besoins correspondraient à un T3 de 65 mètres carrés pour être un peu dans les standards, et ils n'auraient la possibilité à Bordeaux de s'acheter qu'un 54 à 58 mètres carrés, donc bien en dessous de leurs besoins. Donc on voit là qu'il y a une déconnexion quand même entre la production de logements, de nouveaux logements, et les capacités financières des Bordelaises et des Bordelais. Et puis sur la question des loyers, un coût de location qui explose, avec un loyer moyen à 11,6 € du mètre carré, qui explose sur les T1 puisqu'il monte à 15,8 € du mètre carré. Donc ça, c'est assez classique. Les petites surfaces, les loyers sont toujours beaucoup plus chers. Et puis, un loyer moyen à la relocation, c'est-à-dire que quand un bien est remis sur le marché et qu'un occupant le quitte et qu'un autre arrive, ce loyer moyen est de 13,9 € du mètre carré. Bordeaux, la deuxième ville de France la plus chère, à égalité avec Lille et derrière Paris sur ces loyers à la relocation. Donc ça explique aussi beaucoup de difficultés pour se loger. Sur le parc social, on a une demande en logement social qui a augmenté beaucoup plus vite que l'offre produite, et avec une demande aussi qui est un petit peu différente. On a un taux de pression très élevé. On était en 2015 à une attribution pour 5 demandes, et on est en 2019 à une attribution pour 9 demandes. Donc on a une vraie déconnexion, encore une fois, entre le nombre de demandes et la capacité disponible de logements sociaux. Et puis on a près de 50% des demandes de logement social qui portent sur des T1 ou des T2, alors que le parc est structurellement construit de manière à ce que ce soit des surfaces plus grandes. Ça a tout un tas de raisons historiques, mais on a aussi cette déconnexion en termes d'offres. Et puis enfin, une production de logement social qui est insuffisante et très sectorisée. Pour rappel, on a un objectif de 25% loyer SRU en 2015. On est aujourd'hui à peu près à 18,5% de logements. Il en manque 9 156 en l'état actuel pour atteindre cet objectif d'ici 2025. Et on constate sur cette carte, à gauche, le parc social en 2019, à droite, les projets qui sont programmés ou en cours de construction, que les nouveaux logements sociaux sont prévus sur des zones où ils sont déjà très présents. Et donc il y aura aussi un travail à faire sur la mixité dans les quartiers, mais on en redira un mot aussi. Sur le vivant, la vie ne croît que si elle est féconde et capable de se reproduire. Alors comment envisager une ville qui infertilise ses sols, qui les bétonise?
Le béton, concrètement, c'est une perte de 25% de biodiversité sur des espaces du fait des développements immobiliers. Le béton, c'est 23 mètres carrés par habitant d'espace vert, contre 51 mètres carrés en moyenne dans les grandes villes françaises. Le béton, concrètement, c'est 600 arbres au kilomètre carré à Bordeaux, contre le triple, par exemple, dans une ville comme Rennes. Et le béton, c'est ne pas mettre comme un axe prioritaire la lutte contre les réchauffements climatiques, contre les îlots de chaleur, et donc ne pas faire face à notre défi, celui du réchauffement climatique. Et donc l'autre point qu'on voudrait souligner dans ce constat, c'est ce qu'on appelait cette urbanisation galopante. On l'a déjà évoqué, les différentes figures de l'urbanisme que je rappelais tout à l'heure, c'est 676 hectares qui ont été urbanisés pour les grandes opérations d'aménagement, soit environ 14% de la surface de la commune de Bordeaux. L'étude de l'agence d'urbanisme montre qu'il y a eu 200 hectares de foncier consommés entre 2006 et 2019 à Bordeaux. C'est la plus forte consommation de toutes les communes de la métropole. Cette urbanisation se fait avec un seul mode constructif, quasiment, qui est le béton. On l'a rappelé tout à l'heure avec Cœur de Ginkgo, pour les 600 derniers logements et locaux d'activité livrés récemment, c'est 93 000 mètres cubes de béton coulés en place, soit l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre de 320 allers-retours entre la France et la Thaïlande en avion. On observe quelques rares projets mobilisant pour partie des matériaux biosourcés. Alors, le plus médiatisé a été la Tour Hyperion, bien sûr, et quelques autres projets de bureaux en structure mixte bois-béton, mais ils sont peu représentatifs du mouvement général de construction sur la ville. Le béton, c'est l'enfant chéri de la promotion, puisque c'est un système constructif qui est parfaitement maîtrisé depuis la seconde reconstruction à partir des années 50, 60. Et donc, on ne voit pas pourquoi, tant qu'on continue de l'autoriser, les industriels de la promotion s'en priveraient. On rappelle juste qu'une tonne de ciment, c'est 525 kilos de CO2. Autrement dit, très directement, le ciment est un véritable boulet climatique. Et on se rappelle aussi qu'au niveau national, un des objectifs de la stratégie bas carbone est très clair. Il faut réduire de 81% les émissions de l'industrie et notamment du ciment et de l'acier d'ici 2050. Rappelons que le bâtiment, secteur qui émet 30% des gaz à effet de serre au plan national, n'a pas respecté le premier budget carbone entre 2015 et 2018 et au contraire a vu ses émissions augmenter de 8%. Le béton traditionnel est si bon marché et si facile d'emploi que les industries sont peu enclines à l'abandonner, ne serait-ce qu'en partie. Rappelons que tous les matériaux modernes, le béton, l'acier, le verre, le plexiglas, les matières plastiques, les dalles en caoutchouc, la laine de verre, le fibre-ciment, la tôle ondulée, ne retournent jamais à l'état de nature ou seulement après un temps long qui relève du géologique. Tant qu'il y a un horizon de développement infini, il n'y a aucune raison de remettre le ciment en question. On note aussi, dans cette période-là, que pour effectivement encadrer un petit peu le travail réalisé par les industriels de la promotion et de la construction, il y a eu une charte métropolitaine du bien construire, il y a eu aussi une charte du construire durablement, qui a tenté donc d'instaurer un dialogue avec les acteurs de la construction, ce que nous pouvons que saluer. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans cette voie. Nous avons, dans la poursuite de cet héritage aussi, regardé les logements qui ont été construits ces dernières années. Donc on a effectivement le plan local pour l'habitat qui a été respecté, puisqu'on est sur des constructions de 3 000 à 3 900 logements de 2017 à 2019, dont 1 000 à 1 300 logements sociaux sur les 3 dernières années. Donc c'est des points qui sont importants, même si effectivement sur les années précédentes, la production de logement social était plus faible, et c'est ce qui explique en partie le retard qu'on connaît aujourd'hui. On remarque aussi qu'on a près de 10 000 logements vacants sur la ville de Bordeaux.
Sur ces 10 000 logements vacants, il y en a 5 100 qui relèvent de la vacance structurelle, c'est-à-dire supérieure à 1 an. C'est 3,5% du parc. C'est relativement peu sur l'échelle de la ville, parce que forcément la situation du logement étant tendue, ça se remplit rapidement. Cependant, 5 000 logements vacants, c'est quand même 5 000 logements en moins qui sont habités sur la ville et qui pourraient tout à fait répondre à un certain nombre de problématiques, bien évidemment. Ensuite, on note aussi une forte augmentation des effectifs étudiants et un décalage entre le besoin aussi de logements étudiants et l'offre de logements étudiants, avec des tarifs qui sont très élevés, on l'a dit, sur les logements de petite surface qui sont plébiscités par les étudiants. On remarque aussi un besoin en hébergement social qui reste prégnant, avec 4 000 personnes en situation de détresse sur la métropole et une majorité à Bordeaux. Il y a 900 logements, hébergements d'urgence qui ont été ouverts ces dernières années, mais on constate qu'il faut encore travailler ce sujet-là pour s'approcher d'une réponse pour tout le monde. Et puis enfin, dernier point important, il reste 9 000 passoires thermiques à Bordeaux, ce qui est quand même assez conséquent. Ça représente 25% des logements énergivores de la métropole. Donc ce sera aussi, bien sûr, des pistes de travail et de progression. En synthèse, on a 4 grands défis qu'il faut qu'on arrive à relever au cours des prochaines années. C'est le défi de la construction de qualité et dans une densité compatible avec l'impératif climatique. C'est le défi du nombre et de la diversité en construisant suffisamment avec des logements qui correspondent aux besoins, qui correspondent aussi à la croissance et à l'évolution, bien sûr, des besoins des publics. Troisième défi, c'est l'équilibre territorial pour favoriser la mixité des publics. Et quatrième défi, celui du prix, de manière à ce qu'on puisse se loger, que ce soit en location ou en achat, avec des loyers ou des prix de vente qui correspondent au portefeuille des Bordelaises et des Bordelais.